Au sommaire de cette édition, au Libéria, George Weah, candidat à la présidentielle de 2017. Le Kenya se mobilise contre le commerce illégal d'ivoire. L'actualité internationale, nouvel incident diplomatique entre la Russie et l'Ukraine. Une découverte archéologique extraordinaire au cœur de Rome. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. Parlons tout de suite de religion. La 19e édition de la pastorale d'évangélisation Kairos a été officiellement lancée par l'apostolat catholique d'évangélisation Sacerdoce Royal. C'était le jeudi 28 avril 2016 au cours d'une conférence de presse suivant ce reportage. C'est au Centre international de retraite Saint-Jean-Baptiste Marie-Vianney de Cocody-Angré que l'apostolat catholique d'évangélisation Sacerdoce Royal a invité la presse et ses partenaires pour leur donner la première des informations concernant l'édition prochaine du Kairos, sa pastorale d'évangélisation trimestrielle. Comme toute œuvre chrétienne, c'est par la prière que la conférence a débuté. Le frère Abraham Marie a dans ses propos liminaires annoncé la tenue du Kairos 19 pour les 11 et 12 juin 2016. Il invite le corps du Christ et tout le monde à participer à ce moment spécial d'expérimentation de la foi en Jésus-Christ. Vous verrez donc le Kairos du temps de la Pentecôte. Quelque chose de beau se prépare, quelque chose de grand se prépare. C'est pourquoi nous avons l'honneur de vous convier à ce temps, à ce moment. Le Kairos, avec la grâce de Dieu, c'est pratiquement 50 000 personnes. Nous sommes partis avec 15 000 personnes et Dieu continue de nous faire grâce. Dieu continue de nous surprendre. La bonne nouvelle est Jésus-Christ qui se présente au monde. La bonne nouvelle est d'apporter le salut. Et nous croyons que c'est la mission de tous les chrétiens. À travers les chrétiens, c'est la mission confiée au monde entier, donc à tous les hommes. Le Kairos, qui signifie le temps favorable de Dieu, est une évangélisation de masse initiée depuis décembre 2011. Elle est un des moyens d'action de l'apostolat pour atteindre ses objectifs qui sont, entre autres, célébrer le sacré dans l'Église et susciter l'esprit missionnaire. Cette 19e édition connaîtra des innovations qui permettront à plusieurs peuples de célébrer l'Éternel. La particularité de ce Kairos, c'est que il va aider l'homme à pouvoir comprendre la culture de l'autre. Et quand on dit le Kairos des peuples, il y aura plusieurs langues. Il y aura des sports dans plusieurs langues. Il y aura des danses dans plusieurs langues. Il y aura plusieurs cultures. Plusieurs nations feront le déplacement. Donc chaque nation, chaque langue, chaque peuple, chaque culture aura le temps de s'exprimer dans la louange, dans l'adoration, dans l'action de grâce, dans le témoignage. Inspiré par le Saint-Esprit, le thème de la 19e édition du Kairos met chaque chrétien devant sa responsabilité quant à la grande commission confiée par Jésus-Christ à l'Église. Le thème de ce Kairos est tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 6. En substance, voici la génération, voici les personnes, voici les hommes qui imparteront le monde. L'objectif de ce Kairos, c'est de donner un message qui puisse aider chacun à se prendre en charge, aider chacun à pouvoir aider l'autre, aider chacun à avoir une vision beaucoup plus grande du monde, mais ne pas avoir une vision exclusive sur sa fraternité, sur sa communauté, sur son église, mais comment Dieu, à travers l'homme, veut sauver et impacter le monde. Le Kairos rassemble à chaque édition des milliers de participants. Mais pour le frère Abraham Marie et les responsables de l'apostolat catholique d'évangélisation Sacerdoce Royal, beaucoup reste encore à faire pour gagner le monde à Jésus. L'édition 2016 de la CGCI Academy, la plateforme d'échange des acteurs économiques de l'entrepreneuriat, s'est tenue récemment à Abidjan. Il faut préciser, plusieurs hommes d'affaires d'horizons divers ont participé à cet événement autour d'un thème. Tu as un projet, j'ai de l'argent, entreprenons ensemble. Revivons ensemble les temps forts.
Instituée en 2012, la CGCI Academy est un forum économique de référence en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest africaine. Pour cette édition 2016, les échanges se sont articulés autour du thème « Tu as un projet, j'ai de l'argent ». Entreprenons ensemble. Les acteurs économiques et les porteurs de projets ont répondu en masse à l'invitation de Jean-Kakou Diagou, le président de la CGCI, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Comme le ministre de la Promotion des PME, Anzoumana Moutaye, de nombreux officiels ont pris part à cette rencontre. Monsieur Moutaye a visité plusieurs stands, dont celui du groupe DZIAE, groupe spécialisé dans les innovations technologiques. Pour lui, chaque acteur, gouvernement et entreprise, doit s'impliquer pour l'essor de l'entrepreneuriat. L'État crée le cadre et c'est ce que nous sommes en train de faire, créer l'environnement qui permette à chaque citoyen qui a envie d'entreprendre dans des conditions satisfaisantes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et pour cela, donc, l'État a adopté un ensemble de mesures contenues dans ce que nous appelons le programme Phoenix. Tout ce programme est décliné en un certain nombre de mesures. Si elles sont mises en œuvre, doit permettre à chaque citoyen qui veut entreprendre de pouvoir trouver les capacités et les moyens d'entreprendre. Le ministre ivoirien des PME a encouragé le directeur général de DZIAE pour le projet Campus Numérique, un projet innovant qui vise à renforcer les capacités des entrepreneurs et apprenants à travers un système de formation en ligne. Le directeur général de DZIAE, Koua Séraphin, a assuré que d'autres défis seront relevés avec l'appui de l'État. Avec le ministère de l'Entrepreneuriat, nous allons gagner, nous allons avoir des champions volontaires en Côte d'Ivoire. C'est possible, la Côte d'Ivoire, dans nos écoles, nous avons des étudiants intelligents qui ont des projets, c'est possible. Nous sommes capables de relever le défi de l'émergence en Côte d'Ivoire. Cette année, l'accent a été mis sur le partage des expériences et le renforcement des mécanismes de financement pour le développement des entreprises et la naissance d'une classe de jeunes champions de l'entrepreneuriat. C'était l'enjeu central de l'édition 2016 de la CGCI Academy. Parlons à présent de l'actualité africaine avec le Libéria, comme annoncé dans les titres. George Weah, candidat à la présidentielle 2017. L'ancien joueur de football Ballon d'Or 1995, George Weah s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle du Libéria prévue en 2017. L'ancien international libérien s'était déjà présenté sans succès à la présidentielle de 2005, battu par Ellen Johnson Sirleaf comme en 2011 lors de son ticket présidentiel avec un poste de la vice-présidence à la clé. L'élection présidentielle au Libéria est prévue l'an prochain en 2017. Ellen Johnson Sirleaf ne pouvant pas se représenter, il devrait affronter son vice-président actuel Joseph Boakai, âgé de 71 ans. Écoutons George Weah qui se présentait aujourd'hui. Eh bien, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui est une journée bleue et je suis prêt à aller m'adresser au peuple afin de leur dire qu'à nouveau la confiance qu'ils ont eue en moi en 2005, avec cette même confiance, je vais aujourd'hui me déclarer et leur dire que je suis dans leur intérêt. Les Libériens pensent que je ferai un bon leader avec ma passion et mon amour pour mon pays. Je crois que je peux être le leader que le peuple souhaite. Je veux dire à tous les Libériens et CDCistes d'avoir espoir et d'être confiants. Notre heure est venue et nous allons faire tout ce qu'on peut cette fois pour remporter les élections et mener notre peuple. Parlons à présent de santé. Après les bobos, la spiruline veut conquérir l'Afrique. La spiruline est présentée comme l'aliment le plus riche dans la nature après le lait maternel. Des qualités qui l'amènent dans les assiettes des bobos et tente de résoudre le problème de la malnutrition en Afrique. Suivons cet élément. Sous des serres en plein cœur de la Drôme, Olivier est un producteur un peu particulier. Il ne fait pas pousser des plantes, mais une microalgue, la spiruline. Son âge, plus de 3 milliards d'années, et sous ces airs de vase verdâtre se cache une véritable bombe nutritionnelle. C'est un aliment qui permet d'amener de l'énergie, de reconstituer les équilibres. Et en fait, on améliore le fonctionnement de l'organisme. En plus de l'énergie qu'on apporte, on détoxifie le foie, on renforce les défenses immunitaires. Voilà, c'est vraiment un aliment santé. Mais ça reste un aliment, c'est pas un médicament. Récoltée chaque jour d'avril à septembre, elle est ensuite vidée de son eau, transformée en spaghettis et séchée à basse température.
Résultat, des paillettes vertes à saupoudrer sur ses plats ou à déguster à la petite cuillère. Martine l'achète directement à la ferme et en mange presque tous les jours. Au niveau, je sais pas, comment dire, physiologique, comment vous dire, j'ai de l'énergie. J'ai de l'énergie, j'ai tout ce qu'il me faut pour vivre bien. Quasi inexistante il y a 10 ans, cette filière paysanne française produit 20 tonnes de spiruline par an, à peine 15% de la consommation annuelle en France. Le reste est donc importé, souvent sous forme de cachets produits de manière industrielle en Chine ou aux États-Unis, des pays bien loin eux aussi du berceau originel de cette microalgue. Les origines de cette filière, c'est les femmes du Tchad en Afrique qui la récoltent depuis des siècles, qui ont fait que l'Occident a redécouvert ses trésors nutritionnels, et toutes les fermes paysannes qui se sont d'abord montées en Afrique et que maintenant, nous, spiruliniers, on s'engage à soutenir pour arriver à développer ce modèle paysan de spiruline partout dans le monde. Un modèle déjà très présent en Afrique et que Mariama espère bien importer dans son pays d'origine, le Togo. En stage chez Émilie, cette infirmière bientôt à la retraite prépare sa reconversion avec une idée, inciter les Togolais à mettre de la spiruline dans leur assiette pour lutter contre la malnutrition. Le Kenya se mobilise pour en finir avec le commerce illégal d'ivoire. Le pays s'apprête à brûler ce samedi la quasi-totalité de son stock d'ivoire et veut aussi sonner ainsi la fin du trafic illégal de l'or blanc, responsable du déclin alarmant de la population des éléphants sur le continent africain. 105 tonnes d'ivoire, soit plus de 8000 éléphants. Ce stock d'or blanc va être brûlé samedi à Nairobi, un record en Afrique. Grâce à cette action symbolique, le Kenya veut sonner la fin du trafic illégal sur le continent. C'est important pour le Kenya car nous montrons que, pour nous, l'ivoire ou la corne de rhinocéros n'ont de valeur que quand ils sont sur un éléphant ou un rhinocéros. Ils n'ont pas d'autre valeur. En les détruisant, nous passons des paroles aux actes. Moins de 500 000 éléphants vivent aujourd'hui sur le continent et chaque année, entre 30 000 et 38 000 sont abattus par des braconniers pour leur défense selon les ONG. Brûler l'ivoire, ce n'est pas juste un geste symbolique, c'est aussi un moyen de dissuader les futurs acheteurs. Les gens qui vont voir cette incinération dans un pays du tiers-monde ou en Chine vont se demander pourquoi le détruisent-ils ? Ils vous diront peut-être que c'est de l'argent, mais pour nous, nous voulons le mettre au-delà de son usage économique. Nous ne discutons pas de la vente de ce genre de choses. Ça n'a pas de sens de tuer un animal de 7 tonnes pour fabriquer des cosmétiques, des bracelets, des tampons en caoutchouc. Ça ne fait pas de vous un être spécial, ce n'est pas de la médecine. La valeur économique d'un éléphant vivant est évaluée à 1,6 million de dollars selon la fondation David Sheldrick. Sur une vie entière, le pachyderme peut générer 75 fois plus que la valeur de son ivoire. D'où l'importance pour le Kenya de protéger cette ressource naturelle. Pour mieux contrer les braconniers, avant de détruire le stock, des scientifiques récupèrent le plus d'informations possible en répertoriant toutes les pièces. Avant qu'ils ne les brûlent, c'est important de savoir combien il y en a, ce que cela représente en termes de poids, en termes de quantité. Et s'il y a d'autres informations scientifiques nécessaires pour connaître la provenance, on fait un rapport ADN. Du coup, même après la crémation, il reste des données utilisables à des fins scientifiques. Le commerce d'ivoire est interdit depuis 1989 par une convention internationale, mais en Chine, le kilo d'ivoire se négocie toujours 1 000 €. Pour enrayer ce trafic, les chefs d'État et des associations de protection des animaux se réunissent pour un sommet sous la houlette du Kenya, avant le grand bûcher de ce week-end. L'actualité internationale s'ouvre avec ce nouvel incident diplomatique entre la Russie et l'Ukraine. Vera Savchenko, la sœur de la pilote ukrainienne Nadezhda Savchenko, condamnée à 22 ans de prison par la justice russe, a bien failli être incarcérée elle aussi à son tour. Elle a été arrêtée pendant plusieurs heures par des gardes russes lorsqu'elle traversait la frontière. Les tensions diplomatiques russo-ukrainiennes n'en finissent pas après la condamnation de cette pilote de l'armée ukrainienne à 22 ans de prison par la justice russe. C'est sa sœur qui a bien failli être incarcérée. Vera Savchenko a été arrêtée à la frontière par les Russes pendant plusieurs heures alors qu'elle se trouvait à bord d'une voiture diplomatique ukrainienne. Accusée d'avoir insulté un juge russe, elle a pu finalement rentrer chez elle.
Quant à sa sœur, en grève de la faim, elle attend toujours son extradition vers l'Ukraine, comme l'explique son avocat qui négocie péniblement les conditions de son transfert. Nous avons un problème. Nadezhda Savchenko est en train de mourir de faim et elle demande qu'on accélère la procédure. Mais les avocats ou le président ukrainien ne peuvent pas accélérer cette procédure. Cela ne dépend pas d'eux. Une décision a été prise qui est dans les tuyaux de la bureaucratie et c'est ça le problème. L'affaire remonte à 2014, alors qu'ils effectuaient un reportage dans l'est de l'Ukraine. 2 journalistes de la télé publique russe ont été tués par des tirs de mortier. Accusés d'avoir transmis leur position à l'armée ukrainienne, Nadezhda Savchenko a été ensuite capturée en Ukraine et transférée en Russie pour y être jugée. Des détenus et des chiens retissent des liens dans une prison en Hongrie. Une prison expérimente un programme de réinsertion qui s'adresse à la fois aux chiens et aux détenus. Des chiens abandonnés sont dressés par des prisonniers dans le but d'être adoptés. Plus de détails dans cet élément. Apprendre à obéir, gérer son agressivité. Ces détenus de la prison de Debrecen à l'est de la Hongrie dressent ces jeunes bergers du Caucase. Une fois par semaine, ils consacrent un peu de leur temps à ces chiens abandonnés qui ont été recueillis par une association de protection des animaux. Mais au-delà du simple dressage, des liens de confiance et d'affection se tissent entre eux. Ici, on essaie de les socialiser. Et c'est bien pour nous aussi parce qu'ils nous apportent tout autant qu'on peut leur donner. Ce sera plus facile de se réadapter à la vie civile et aux autres quand on sortira. Le dressage se fait de manière douce, selon la méthode dite du miroir, l'animal se faisant le reflet du comportement de son maître. Une formation axée sur la récompense plutôt que sur la sanction. Pour ces chiens, ce programme qui s'étale sur 7 semaines augmente leurs chances d'être adoptés plus rapidement. Sans ce programme, ce groupe de bergers du Caucase aurait très peu de chances d'être adoptés. Leur destin est finalement assez proche de celui des prisonniers. Ils s'aident les uns les autres à aller dans la bonne direction. Du côté de l'administration pénitentiaire, les effets bénéfiques du programme se font sentir dans la vie quotidienne. Le personnel de Debrecen a constaté une amélioration du comportement des prisonniers maîtres chiens, une lueur d'espoir pour ces détenus qui doivent souvent lutter pour retrouver une place dans la société à leur sortie de prison. Un prisonnier qui travaille avec les animaux apprend à gérer avec confiance ses relations avec les gens et les autres prisonniers. Tout cela les aide au final à se réintégrer dans la société et à reconstruire des liens familiaux et sociaux. Une trentaine de chiens et de prisonniers ont bénéficié de ce programme depuis sa création, il y a 2 ans. Une grande majorité des détenus souhaitent désormais tenter l'expérience. Et 13 anciens pensionnaires à 4 pattes ont déjà retrouvé une famille. Élection présidentielle aux États-Unis, Donald Trump a dévoilé sa vision de la politique étrangère américaine qui repose sur des piliers tels que le protectionnisme ou la nécessité de redorer le prestige de l'Amérique dans le monde entier, mais surtout sur un slogan, l'Amérique d'abord. S'il est élu, Daesh disparaîtra et l'Amérique renouera ses liens avec la Russie ou la Chine. Donald Trump a dévoilé à Washington sa vision de la politique étrangère américaine qui repose sur des piliers tels que le protectionnisme ou la nécessité de redorer le prestige de l'Amérique dans le monde, mais aussi sur un slogan, l'Amérique d'abord. Ma politique étrangère placera toujours les intérêts des Américains et la sécurité de l'Amérique avant toute autre chose. Ce sera la priorité. Ce sera la base de chaque décision que je prendrai. À Barack Obama, il reproche d'avoir abandonné certains alliés, comme Israël ou le président égyptien Hosni Moubarak en 2011, et ce n'est pas tout. Nous sommes allés d'erreur en erreur en Irak, en Égypte, en Libye, jusqu'à suivre le président Obama dans le sable en Syrie. Chacune de ces actions a contribué à semer le chaos dans ces régions et à donner à l'État islamique plus d'espace pour se développer et prospérer.
L'État islamique dont, je cite, les jours sont comptés, selon le milliardaire. Il s'est par ailleurs engagé à dépenser ce qu'il faut pour augmenter le budget de la défense. S'agissant des alliés de l'OTAN, toutefois, les États-Unis doivent être prêts à laisser ces pays se défendre eux-mêmes, a-t-il précisé. L'Amérique d'abord. Plus d'un tiers des sans-abri à Hong Kong ont un travail mais ne gagnent pas suffisamment pour se payer un logement décent et préfèrent dormir dehors, ce qui donne à la rue des allures de taudis exorbitants. Ce soir, Apo fait son lit dans les tribunes de ce stade de Hong Kong. Il a préféré la rue plutôt que de payer un loyer exorbitant. Travailleur journalier, il gagne dans les meilleurs mois 1 400 €, une misère dans ce haut lieu de la finance. Au début, je pensais aller habiter dans un appartement cabine, mais le travail est déjà très fatigant. Vivre dans une cabine n'est pas mieux que de vivre dans un parc, parce que c'est très petit et les autres locataires sont très difficiles. Ces appartements cabines peuvent à peine faire entrer un lit et coûtent environ 220 € par mois. 7 à 8 locataires se partagent la cuisine et les toilettes. L'été, la chaleur devient étouffante. Pour d'autres, les fast-foods ouverts 24 heures sur 24 font office d'abri pour la nuit. À Hong Kong, on les surnomme les Mac réfugiés. Angelina était l'une d'entre eux, poussée à la rue après un divorce. Elle est pour l'instant dans un centre d'hébergement, mais va devoir bientôt trouver une autre solution. Si j'arrive à me faire à l'idée de payer la moitié de mon salaire juste pour dormir, poser mes valises, prendre une douche, quelque chose comme ça, alors je ne serai plus à la rue. Mais il ne me restera plus rien. Depuis quelques années, le prix des loyers a explosé dans cette ville de 7 millions d'habitants. Hong Kong compterait environ 1600 sans-abri, un chiffre en hausse alors qu'un tiers d'entre eux ont un emploi. Et pour ce travailleur social, les centres d'hébergement d'urgence mis en place par le gouvernement ne suffisent pas. On pense que le gouvernement devrait prendre ses responsabilités. Ils peuvent construire des dortoirs bon marché dans les zones urbaines. Et ça aiderait si les sans-abri pouvaient y vivre 2 ou 3 ans. Après 3 ans à dormir dans un parc, Apo va bientôt postuler pour un logement social. Mais les listes d'attente sont longues. D'ici là, il gardera son secret. Sa famille ignore qu'il est sans domicile fixe. Comme annoncé dans les titres, une découverte archéologique extraordinaire au cœur de Rome. Une équipe d'archéologues a mis au grand jour les vestiges d'une résidence dans le centre de Rome qui montre ainsi que l'ancienne cité était plus grande que ce que l'on croyait jusqu'à présent. C'est l'une des découvertes archéologiques les plus importantes de ces dernières années à Rome. C'est une découverte archéologique extraordinaire, l'une des plus importantes de ces dernières années à Rome. Une équipe de chercheurs a mis au jour les vestiges d'une résidence dans le centre de la ville qui démontre que l'ancienne cité était plus grande que ce que l'on croyait jusqu'à présent. Dans les fouilles sur la colline du Quirinal, les chercheurs ont trouvé une résidence rectangulaire qui daterait du VIe siècle avant Jésus-Christ. La résidence est entière avec des poutres en bois, des murs couverts d'argile et un toit qui prouve qu'elle a été habitée. C'est une grande demeure. Nous le voyons avec le matériel utilisé. Elle daterait du VIe siècle. C'est une découverte d'époque archaïque très rare à Rome. La découverte est extraordinaire à plusieurs titres. Les conditions de conservation de la structure sont excellentes. Il s'agit d'une des maisons les plus anciennes jamais trouvées dans la capitale. Et l'on pensait jusqu'alors que cette zone abritait seulement une nécropole. Cette découverte prouve que Rome n'était pas seulement centrée autour du Forum. Il est possible que cette maison soit une maison de gardien, attenant à un temple voisin découvert, lui, en 2013. Parlons de santé, la mort annoncée de la poliomyélite selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. La poliomyélite, maladie provoquée par le virus polyvirus sauvage, pourrait disparaître d'ici 2018. À l'instar de la variole, la poliomyélite est sur le point d'être complètement éradiquée.
Pour la deuxième fois dans l'histoire de l'humanité, une maladie est sur le point d'être éradiquée. Après la variole, la poliomyélite, cette maladie très contagieuse provoquée par un virus qui envahit le système nerveux et qui peut entraîner une paralysie totale en quelques heures, pourrait disparaître d'ici 2018 selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Direction Lyon, en France, où Euronews a visité l'un des principaux laboratoires mondiaux produisant des vaccins contre la polio. La propagation du virus de la poliomyélite n'a jamais été aussi faible. L'Organisation mondiale de la santé prévoit d'éradiquer complètement la maladie d'ici 2 ans, mais cela pourrait aller encore plus vite. La phase finale 2013-2018 du plan stratégique pour l'éradication de la polio prévoit de modifier le schéma de vaccination actuel en y incluant des doses de vaccins inactivées. Tous ces programmes de vaccination sont basés sur le vaccin OPV trivalent. Donc c'est un vaccin oral, atténué, qui a les 3 souches de polio, 1, 2 et 3. Le schéma va changer et il n'y aura plus qu'un vaccin bivalent avec les souches 1 et 3. Et pour se prémunir du risque de la souche 2, le schéma va inclure une dose de vaccin inactivé. Le but de ce nouveau type de vaccin, dont la distribution de masse vient de commencer, est de réduire au minimum les risques de contagion. L'instabilité engendrée par les conflits armés dans de nombreuses régions du monde est un grand défi, mais il n'est pas le seul. Il y a un premier risque qui est lié à la sécurité. Aujourd'hui, si on avait un accès facile à tous les enfants des zones qui restent, ce serait résolu très rapidement. Le deuxième risque sera quand on aura fini l'éradication, tous les risques qui sont attachés à la manipulation du virus tel qu'il est déjà dans les placards, soit des laboratoires de recherche, soit des laboratoires de production. Selon l'OMS, le nombre de cas de poliomyélite a diminué de plus de 99% depuis 1988, passant de 350 000 à 74 cas notifiés en 2000. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce journal. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse.